Gestapo de Sven Hassel, lu par Claude Roberval pour Saga Egmont. Nous entendîmes du bruit et des cris derrière nous. Petit frère et le légionnaire s'étaient arrêtés pour attendre, tandis que nous nous jetions en avant. Ils se cachèrent dans le feuillage épais du taillis. Les 4 Russes, de tout jeunes soldats, accouraient. Ils portaient les insignes verts des troupes du NKVD. Des décorations pendaient sur leur poitrine. C'étaient des soldats courageux qui aimaient la chasse et qui aimaient tuer. Ils apparurent là où le chemin faisait un coude. Le légionnaire tournait son pouce vers le sol. Petit frère riait. Les 2 armes automatiques crachèrent en même temps. Petit frère tirait debout, sa mitrailleuse serrée contre la hanche. Tout son corps de géant vibrait sous le violent recul. Le légionnaire fredonnait « Viens, viens ici, la mort ». Les Russes tombaient la tête en avant. 2 d'entre eux bougeaient encore lorsque la fusillade eut cessé. Petit frère alla leur donner le coup de grâce. C'était une pratique qui durait depuis 1 an, car même les blessés graves continuaient à se battre. « Dispositif de sécurité », dit-il en riant. « Bon, petit frère, bonne idée. Maintenant, ils peuvent plus nous tirer dans le dos. » Le peloton avait été surpris lors d'une soulerie dans une cabane. C'était l'anniversaire de Porta. Nous n'avions pas entendu l'arrivée de la patrouille d'assaut russe. Soudain, les vitres volèrent en éclats et 4 bouches noires de PM se mirent à cracher du feu dans la pièce. Nous nous sommes planqués par terre. Le légionnaire et Porta ont balancé quelques grenades par la fenêtre. Comment nous nous sommes échappés, personne n'a pu l'expliquer. Nous nous sommes retrouvés dans la carrière de l'autre côté du bois. 8 hommes manquaient. « J'en ai vu tomber 2, dit Porta. Petit frère traînait derrière lui un lieutenant russe. Le vieux dit qu'il fallait le ramener prisonnier. Juste avant le champ de mine, le lieutenant poussa un cri. Petit frère rit, le vieux jurait. Lorsque petit frère sortit du bois, il était seul. « Oh, ce con d'officier, il a essayé de se tailler !» expliqua-t-il. Mais nous avions remarqué que sa fronde sortait à moitié de sa poche, la fronde d'acier avec ses 2 poignets de bois, la mort silencieuse. « Tu l'as étranglé !» cria le vieux, accusateur. « Ah oui, et alors, il voulait déguerpir !» grommela petit frère. « Et il frottait sa poche de pantalon !» « Assassin !» dit Steger. La moucharde. Nous, les restes de la 5e compagnie, nous étions couchés sur le ventre sous les pommiers, en train de regarder les troupes de réserve que nous attendions depuis 4 jours. Ils venaient d'arriver en camion. Ils se tenaient en colonne double au milieu de la route. Leurs uniformes et leurs armements sentaient le neuf. Ils avaient apporté l'odeur du magasin jusqu'ici. Nous les regardions en connaisseurs. Pour tout dire, nous regardions tout le monde avec les yeux d'un soldat du front, fût-il soldat ou non. Nous nous sommes mis tacitement d'accord pour trouver que les 175 réservistes là-haut sur la route n'avaient pas grand-chose en commun avec les soldats. Ils portaient leur équipement en dilettante. Leurs courroies mal serrées leur avaient déjà fait des écorchures. Leurs bottes brillaient, mais elles étaient raides. Elles n'avaient pas été mises à tremper dans de l'urine, puis frottées vigoureusement avec les mains pour les tanner. Il serait impossible d'aller loin dans des bottes si raides. Les bottes de Porta, ça, c'étaient des bottes exemplaires. Elles étaient si douces qu'on voyait son petit doigt de pied bouger dedans. Il est vrai qu'elles puaient l'urine de très loin. Comme l'avait dit le borgne, notre colonel, lors d'une parade, « Vous puez comme 100 pissotières ensemble !» Mais le borgne n'interdisait pas le tannage. Il savait que l'essentiel pour un soldat,
c'est ses pieds. C'est l'arme secrète de l'infanterie. Un commandant d'infanterie intelligent avait plus de soin pour les pieds de ses troupes que pour n'importe quoi d'autre. Petit frère donna un coup de coude au légionnaire. « Quelle bande de cons avachis qu'on a touchés là, hein. Les Ivans les enverront directement en enfer, rien qu'en faisant les gros yeux. Si on n'était pas là, nous deux, marche ou crève, hein. Il y a longtemps qu'on aurait perdu la guerre. » Le vieux riait doucement. Il était couché sous un buisson qui l'abritait un peu de la pluie qui tombait violemment. « C'est bizarre qu'il t'ait pas donné la croix de chevalier, petit frère. Un héros comme toi. » « Leur croix de chevalier, je me la mets où je pense, » grogna petit frère, et il cracha en direction d'une mouche noyée par la pluie. Les officiers, des réservistes, criaient des injures. L'un des bleus perdit son casque d'acier qui roula sur la route avec un tintamarre qui le fit repérer. « Espèce de salaud !» hurla un Oberfeldwebel. « À la plotte !» La recrue, un vieil homme, commença à évoluer sous les hurlements du gradé. « En avant ! Pas de course !» L'Oberfeldwebel ne le suivit pas. Il restait là, sur la route, donnant ses ordres avec son sifflet, le genre de type qui sait en faire baver aux recrues. En un quart d'heure, il réussit à esquinter complètement l'homme qui avait fait tomber son casque. Démoli. Fini. L'Oberfeldwebel ricana, satisfait. Il y avait là de quoi réjouir le cœur d'un vieux sous-off. Notre chef de compagnie, le lieutenant Olsen, était avec le lieutenant qui avait amené les réservistes, causant de choses et d'autres. Il ne s'apercevait même pas que le vieillard était en train de claquer. C'était devenu une habitude. Cela arrivait si souvent. Dans le règlement, on appelait ça maintien de la discipline. Ça se passait déjà dans l'armée de l'empereur. La coutume voulait qu'on attendît que quelqu'un fasse une faute, alors on disposait des moyens de le liquider. C'était facile et plus efficace. Les recrues regardaient blêmes leurs camarades qui, à bout de force, descendaient la colline à quatre pattes. Même si l'Oberfeldwebel avait menacé du tribunal militaire, il aurait été incapable de se lever. L'Oberfeldwebel cracha dans sa direction. « Garde à vous, nom de Dieu !» Mais le vieux restait à terre et sanglotait à vous fendre l'âme. Il n'était plus qu'une masse inerte. L'Oberfeldwebel avait spécialement cherché les tas de fumier lorsqu'il l'avait envoyé à travers les champs. Riant doucement en lui-même, il contemplait l'homme étendu par terre. Il se léchait la lèvre inférieure. « Alors, espèce de veau, si tu veux pas te mettre au garde à vous, mais j'ai d'autres méthodes. Tu crois que t'en as fini ? Attends un peu que les Ivans te tirent des balles traçantes dans le cul. Alors tu verras ce qu'on peut supporter. Prends la bêche !» grogna-t-il. Le vieillard tâtonna après sa bêche de fantassin et arriva à la soulever de la manière réglementaire. « Tir d'artillerie devant ! Creusez !» La recrue essaya de creuser. C'était assez comique à voir. À cette vitesse-là, il mettrait 1000 ans à se creuser un trou. Pendant l'instruction, le temps était exactement de 11 minutes et demie au chronomètre à partir du moment où la bêche était sortie de son étui, et gare à celui qui mettait une seconde de plus. Nous autres, vétérans du front, nous étions encore plus rapides, mais il est vrai que nous avions creusé des milliers de trous. On pouvait suivre nos trous depuis la frontière espagnole jusqu'au sommet de l'Erbose au Caucase, et nous avions creusé dans toutes sortes de terres. Petit frère, par exemple, pouvait s'enterrer en 6 minutes 14 secondes, et sa taille nécessitait un trou profond.
Il se vantait de pouvoir le faire encore plus vite, mais ce n'était pas la peine car son record n'était jamais battu. L'Oberfeldwebel tâtait sa victime du bout de sa botte. « À quoi rêves-tu, espèce de sac ? Tu penses peut-être terminer ton trou lorsque nous serons tous morts et pourris dans nos tombes ? Plus vite, plus vite !» La recrue s'évanouit. Il s'évanouit comme ça, sans autorisation. L'Oberfeldwebel en restait tout étonné. En hochant la tête, il donna l'ordre à 2 hommes du rang de sortir le cadavre. « Et on appelle ça des soldats !» murmurait-il. « Pauvre Allemagne !» Ce type apprendrait à le connaître, se promettait-il. Lui, Oberfeldwebel-Hohn, la terreur de Bielefeld. Il se frottait voluptueusement les mains. « Attends, mon vieux, attends. Tu seras le premier de cette compagnie à y passer. » Mais la punition avait fait son effet. Aucune de ces recrues ne laisserait plus jamais tomber son casque. « Quel emmerdeur !» dit négligemment Porta en mordant dans le saucisson de mouton qu'il avait trouvé 5 jours auparavant dans le sac à provisions d'un artilleur russe. Nous en avions tous de ces saucissons de mouton, des saucissons de mouton du Kazakhstan, des saucissons durs comme de la pierre, salés, mais ils étaient délicieux. Nous n'étions que 12 survivants. Les grosses pertes ne nous impressionnaient plus guère. Cela nous était arrivé si souvent. Mais la forêt nous avait coûté cher. C'était pendant le retour à travers cette grande forêt que nous avions surpris une batterie de campagne russe. Comme d'habitude, c'est le légionnaire qui les vit le premier. Même les Indiens de Cooper n'attaquaient pas plus silencieusement que nous. Nous les liquidâmes avec nos candras. Quand nous eûmes terminé, c'était comme si un obus de 15 avait explosé au milieu d'eux. Nous étions tombés dessus comme la foudre. Ils étaient en train de se dorer au soleil, bien tranquilles, et ne se méfiant de rien. Leur chef de batterie, un petit gros jovial, est sorti du chalet, surpris par le vacarme. « Ah, les foutus salauds! Voilà encore qu'ils se sont bourrés de vodka et qu'ils se bagarrent !» dit-il à son second, un lieutenant. « Quel bordel !» Ce furent les derniers mots de sa vie. Sa tête roula sur l'herbe et 2 jets de sang jaillirent de son corps tremblant. Sans veston et en hurlant, le lieutenant s'enfuit dans le bois, mais Heidel l'attrapa et lui planta son candra dans la poitrine. Il tomba raide mort. Nous étions horribles à regarder quand nous en eûmes fini. Certains d'entre nous vomissaient. Le sang et les tripes puent affreusement. Et puis, il y a les mouches, d'énormes mouches bleues. Personne n'aimait le candra. Il était beaucoup trop salissant, mais c'était une arme excellente. Aucune autre arme ne le valait. Le légionnaire et Blom de Barcelone nous avaient appris à nous en servir. Nous nous assîmes sur les caisses de munitions et sur les obus. Soulagés et satisfaits, nous nous mîmes à manger leurs saucissons de mouton en les arrosant de vodka russe. Le seul qui n'avait pas faim, c'était Hugo Steg. Nous nous moquions toujours de lui parce qu'il avait fait des études secondaires. Il ne disait jamais de gros mots. Nous trouvions cela anormal. À cause de son langage correct et de ses bonnes manières, nous le trouvions un peu piqué. Le pire, ce fut lorsque petit frère découvrit qu'il se lavait les mains avant de manger. Nous avions rigolé pendant 1 heure entière, et puis nous lui avons conseillé de voir un psychiatre. Le vieux contemplait les saucissons de mouton et la vodka. « Ouais, emportons tout ça. Ces gens-là n'en auront plus besoin. Quelle belle mort !» remarqua le petit légionnaire avec emphase. « Ils ont même pas compris qu'on les tuait.
Allah est grand. Il prend soin de ses enfants. Il glissait attentivement son doigt sur le kandra aiguisé comme un rasoir. Quand on sait comment se servir de ça, c'est la mort la plus rapide qui soit. Au fond, c'est dommage, murmura Steg. Il vomit de nouveau. Dommage? S'exclama Porta. Ces choses-là, c'est pas dommage. Et si ça avait été l'inverse, et que ce soit nous qui ayons été là en train de ronfler pendant que les copains d'en face sortaient du bois, hein? C'est quand même dommage. Steg était têtu. Bon, c'est dommage. Mais alors, nom de Dieu, c'est dommage aussi que nous ayons à nous traîner dans cette foutue forêt dont on se fout pas mal. C'est peut-être notre faute, hein? Lorsqu'ils t'ont mis la casserole de Hitler sur la tête, est-ce qu'ils t'ont demandé si t'aimais tuer les gens? C'est idiot, protesta Steg. Au nom du ciel, fais-nous grâce de ta philosophie. Camarade, c'est vrai ce que dit Porta, fit le légionnaire en promenant sa cigarette d'un coin à l'autre de sa bouche. Nous sommes ici pour tuer comme un mécanicien dans un garage et là pour réparer des voitures. C'est bien ce que je pense, gueula Porta, et il battit l'air faisant peur aux mouches qui s'envolèrent des cadavres des Russes. Elles nous agaçaient. C'étaient des mouches insolentes qui entraient dans vos yeux et vos narines. Elles n'avaient pas compris la différence entre un mort et un vivant. Porta désignait Steg d'un doigt sale. « Tu t'es trouvé un kandra? Viens pas nous raconter que t'avais l'intention de l'accrocher au mur. D'abord, t'as pas de mur, et comme le maïs pousse pas ici, tu peux pas non plus utiliser cet outil pour en faire la récolte, hein? Que ça te plaise ou non, ton idée était claire lorsque tu l'as pris sur un type mort. Tu le voulais pour charcuter dans quelqu'un, hein? Salaud, dit Steg entre ses dents. Je suis soldat, répliqua Porta, laconique. Et voilà, camarade, ça revient au même, dit le légionnaire. Nous avons été mis au monde par des salauds pour vivre comme des salauds et crever comme des salauds sur le fumier militaire. Bah, grogna Hyde, en essuyant son large kandra sur son pantalon. Quelle saloperie! Il était bréché. Si seulement nous avions une meule, je pourrais l'aiguiser. Il coupe pas bien. On est humain, non? C'est quand même pas la peine de faire souffrir les gens plus qu'il est nécessaire. Le vieux se leva et donna des ordres brefs. « À vos armes! En colonne, par un, derrière moi !» Petit frère et Porta nous rejoignirent peu après. Ils avaient d'abord voulu piller les cadavres. Ils avaient failli se battre pour 3 dents en or. Porta en eut 2. Petit frère dut se contenter d'une seule. Le vieux fulminait. « J'ai vraiment envie de vous descendre tous les deux. Ça me dégoûte de vous voir arracher les dents en or sur les cadavres. »« On fait pas tant de manières, » ironisa Porta. « Est-ce que tu enterrerais une bague en or? Ou mettrais le feu à un billet de 1000? Oh, j'espère que non, car alors tu serais fou allié, hein ?» Le vieux gronda encore un peu. Il savait très bien que dans chaque compagnie, chez nous, comme chez les autres, il y avait des dentistes avec leurs pinces coupantes dans la poche. On n'y pouvait rien. Maintenant, nous étions là, sous les arbres fruitiers, mastiquant les saucissons des artilleurs morts. Les gouttes de pluie tombaient des arbres en cadence. Nous avions froid et nous tirions la toile plus haut sur nos corps grelottants. C'était l'objet à tout faire de notre équipement. Pèlerine, tente, couverture de camouflage, sac de transport, matelas, hamac et cercueil. C'était la première chose que nous tendait le garde-mite du magasin et c'était la seule à nous suivre dans la tombe. Porta contemplait les nuages lourds de pluie. « Oh, la pluie toujours, la pluie. Les montagnes, c'est de la merde pour se battre, hein. Vous souvenez-vous quand nous nous battions dans la douce France?
Il y avait toujours du soleil, et pendant les haltes, on pouvait se permettre de prendre du bon temps. Pot sacrament, soupira Julius Ryder. Ça, c'était une guerre du tonnerre. Mais quel pot de pas être passé de l'autre côté. Nous serions froids à présent. Vous souvenez-vous de tous les déserteurs qu'on a vus, traînés par les chiens de garde de la police militaire en direction de Torgau, après la capitulation des Français? C'est pas du tout sûr qu'on serait tous morts, rêva petit frère. Il s'assit dans l'herbe mouillée et se pencha en avant. Ses petits yeux noirs brillaient. Nous serions peut-être là-bas, à Londres, là où ce Churchill habite, hein? Je me suis laissé dire que c'est un vrai plaisir que d'être prisonnier de guerre chez les Tommies. Vous vous souvenez du commissaire-capitaine avec qui nous avons bavardé à Nikolaïev? Celui qui s'était déguisé en paysan, mais que Marche ou Crève avait démasqué. Il prétendait que nos types se promenaient dans les parcs des Lords et qu'ils cueillaient des violettes pour leur salon, et que la nuit, ils s'amusaient avec les bonnes dans le foin. Oh, je serais le plus grand menteur qui existe si je prétendais que j'aime pas l'odeur du foin. Et une fois, une histoire, une fille et moi, et une mule de foin, et je vous dis que ça m'excite vachement chaque fois que je m'approche du foin. Il faut pas qu'il y ait trop de moustiques sur la partie supérieure, dit Ryder en pointant son saucisson vers l'Oberfellwebel, qui avait torturé à mort le petit vieux. On s'amusera bien avec cet Oberfell-là. Je sens jusque dans mon petit doigt de pied qui nous causera des emmerdements. Et alors, on zigouillera, décida petit frère, en se mouchant bruyamment dans ses doigts. T'as qu'à me faire signe, je suis un expert pour étendre des mecs comme ça, moi. Qu'est-ce que nous deviendrons quand tout ça sera fini, dit Steg, philosophe. Nous n'avons pratiquement rien appris d'autre que de tuer. Et je crois même que ça te manquera, à toi, petit frère. Oh, certainement pas, rigola celui-ci. Il y aura toujours besoin de garçons rapides pour tuer. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Marche ou crève? T'as raison, mon camarade. Bon, je comprends rien à tes langues étrangères, là. Mais quand on parle de refroidir les autres, ça me fait penser tout d'un coup que j'ai toujours eu la trouille de casser ma pipe. Le grand saut à travers la stratosphère, ça me plaît pas trop. Tu as peut-être peur de rencontrer le bon Dieu? Demanda Steg, sarcastiquement. Tout de suite, imaginez le pire, hein, grogna petit frère. Non, c'est plutôt qu'une fois un trou dans le crâne, c'est réglé. Et puis, point final, hein, je crois pas en Dieu, moi. S'il existe, ça serait la fin de tout, vu mon casier judiciaire. Il se balançait un peu, indécis. Il fronçait son front bas. Il cherchait ses mots. J'arrive pas à m'imaginer qu'un jour, il y aura plus la bière de 7 heures, cachée dans les chiottes en compagnie de quelques bons copains et une paire de dés. Cette trouille de passer l'arme à gauche, je l'avais déjà quand j'étais gosse, avant qu'on m'ait mis à l'assistance, quand je faisais des commissions pour M. Kleinschmidt, le laitier de Davidstrasse. Je courais toujours sous les réverbères, en faisant du bruit avec mes bouteilles, parce que j'avais une idée idiote dans la tête. Si je me laissais prendre par l'obscurité, l'homme au couteau viendrait m'en donner un coup. Il se mit à genoux et fixa chacun de nous. Puis il continua à voix basse. « Oh, doux Jésus, fils de Marie, quelle frousse j'avais ! Je me souviens surtout d'une porte, tout en bas de la rue Bernard-Nort. Il fallait traverser un long couloir étroit avant d'arriver à l'escalier, et à chaque étage, il y avait de longs corridors par où on gagnait les piaules.
partout, il y avait des clochards qui dormaient. Je tombais souvent dessus. J'étais évidemment pressé en diable, comme tous les garçons laitiers. Quelque chose me disait que l'homme au couteau était parmi les clochards. Et figurez-vous que j'avais raison. Je l'ai compris quand on m'a mis à l'assistance. Dans cette putain de boîte, j'ai rencontré un type. Sa sœur avait été éventrée par un clochard exactement à ce numéro de la rue Bernard-North, où chaque matin à 4 heures, je trimballais mes bouteilles de lait. Et si c'était moi qui les cherchais, j'aurais pu hurler tant que j'aurais voulu. À cette heure-là, dans toutes les pioles, ils pionçaient après avoir pris leur cuite. Alors personne se serait dérangé pour un môme qui appelait au secours. « Il ne cherchait pas toi, » dit Blum de Barcelone, avec autorité. Petit frère le regarda bouche bée. « Nom de Dieu, comment tu le sais, espèce d'ivrogne? Tu l'as connu ?»« C'est très clair, » continua Blum de Barcelone. « Il a donné quelques coups de couteau à une fille pour pouvoir se l'envoyer. C'est pas vrai ?» Petit frère fit oui de la tête. Barcelone ricanait. « Alors, c'est clair comme de l'eau de roche. Le mec avait envie de baiser, les genoux l'intéressaient pas. T'avais donc rien à craindre, hein ? Il faudrait un appétit solide pour s'attaquer à petit frère, dit Porta en riant. Le légionnaire sourit doucement. Et n'oublie pas qu'on y en manque, hein ? Petit frère pourrait peut-être quand même gagner sa vie en faisant la tapette. Si quelqu'un a essayé ça avec moi, dit petit frère, et il tira son couteau de combat et le planta furieusement dans le sol. Il survivrait pas. Ça me dit rien, les pédés. Toutes les gonzesses, peu importe leur physique, qu'elles aient 15 ans ou 100 ans, qu'elles soient putains ou qu'elles s'amènent en fauteuil roulant, m'intéressent terriblement. Mais les autres, les tantes... Petit frère cracha tout son dégoût. Le lieutenant qui avait amené les recrues les rassembla en ligne avant de nous quitter. Tout d'un coup, il était pressé. Il voulait s'en aller en vitesse, averti par son instinct. Ça sentait mauvais. Il fit son boniment habituel. Ça mettait le point final à ses devoirs en ce qui concernait ce transport-là. Les Bleus l'écoutaient dans un silence indifférent. Il coassait comme une grenouille enrhumée. « Tirailleurs des blindés, vous êtes maintenant au front. Bientôt, vous auriez à vous battre contre les ennemis sanguinaires du Reich, les hommes des marais soviétiques. Ça sera votre chance de reconquérir votre honneur civique et votre droit de vivre de nouveau parmi les hommes libres. Si vous êtes vraiment courageux, votre casier judiciaire sera blanchi. C'est à vous-même de vous réhabiliter. » Il toussota et continua un peu gêné. « Camarade, le Führer est grand. » Le rire de Porta parvint à lui. Il crut saisir le mot « con ». Il nous lorgnait un peu. Le sang lui montait à la figure. Il avait l'air d'avoir froid. Il porta sa main à la gaine de son pistolet. « Soldats, continua-t-il, il faut vous secouer. Ne décevez pas le Führer. Il faut racheter vos crimes contre Adolf Hitler et le Reich. » Il respira profondément et regarda directement vers nous 12, là, sous les arbres. La gueule de criminel de petit frère, tournée vers lui, brillait à côté de celle de Porta, celle-ci rusée comme celle d'un renard. « Vous aurez à vous battre côte à côte avec les meilleurs fils de notre pays, » croassa-t-il. « Et malheur au salaud qui se montrera lâche. Ce serait la pire des conneries. »« Les meilleurs fils, elle est bien bonne, » rigola le vieux. « Apparemment, il connaît pas Porta et petit frère, hein ?»
Petit frère grognait comme un loup affamé qui flaire sa proie. « Je suis le meilleur fils de ma mère. »« Parce qu'elle en a d'autres comme toi !» rit Eliaside. « Plus maintenant, » déclara petit frère. « Les autres sont partis. »« Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» demanda Porta. Le plus jeune, dans un moment de folie, s'est amené à la Gestapo, Stadhausbruch numéro 8. Il devait fournir des explications concernant une affaire de la rue de Budapest. Je me souviens plus des détails, mais il était question d'un mur, d'une boîte de peinture et d'un pinceau. Ce crétin-là avait la manie de gribouiller. On l'a plus jamais revu. Buller, on lui a coupé Cabèche en 39, dans le Fuhlsbüttel. C'est le même jour qu'ils ont raccourci mon vieux. Et puis, il y avait Gert. Or, lui, était complètement idiot. Il était volontaire pour la marine de guerre. Il a coulé avec le U-18 en 40. Comme remerciement, nous avons reçu une belle carte de l'amiral Dönitz. Vous savez, avec une bordure dorée, et tout. Davor dankt Ihnen. Cette carte a eu un triste destin, ce qu'aurait déplu souverainement à M. Dönitz. Petit frère mordit un bon coup dans le saucisson de mouton. Mais comme il a pas su, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à la carte de l'amiral ? Demanda Blom de Barcelone, curieux. Quel bordel ça aurait fait si cette histoire avait été connue. C'était un dimanche matin. Madame Grossfeld s'était bien installée aux chiottes. Quand elle a voulu se torcher le derrière, elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus de papier. « Viens me porter du papier d'eau !» cria-t-elle. Je lui ai passé la carte de l'amiral. C'était tout ce que j'ai pu trouver en vitesse. Elle est entrée en rage contre M. Dönitz, parce que la carte était raide comme une planche. « T'es devenu fils unique ?» demandai-je. « Oui, 11 sont partis d'un coup. Ils en ont raccourci quelques-uns. 3 se sont noyés en mer. Les 2 cadets ont été brûlés vifs pendant les visites à la bombe des petits copains de Churchill et n'ont pas voulu descendre à la cave. Ils ont voulu voir les avions. Maintenant, il reste que Madame Creutzfeldt, cette salope, et puis moi. » Il fit le tour de son public avant de continuer. « C'est quand même pas toutes les familles qu'on tant sacrifié sur l'autel d'Adolphe. » Il mordit encore un coup dans le saucisson de mouton, l'arrosa avec un peu de vodka. « Mais je les emmerde tous, pourvu que je m'en tire, et quelque chose me dit que je m'en tirerai. »« Ça m'étonnerait qu'à moitié, » fit le vieux, pensif. Nous examinions le breuvage dans la marmite du légionnaire. Porta remit un peu de bois. Le feu flamboyait gaiement. Le légionnaire remuait un peu la substance épaisse. Ça sentait fort, mais quelle cuite on a pris! On l'avait trimballé partout pendant presque une semaine. On l'avait mis dans les bidons. Il fallait que ça fermente, avait dit Barcelone. Maintenant, il fallait le faire bouillir, et dès que ça bouillirait, on procéderait à la distillation. Porta avait fabriqué un alambic sensationnel. La marmite, on l'avait volée dans un wagon de cuisine. C'était une de ces marmites dont on pouvait visser le couvercle pour faire cuire sous pression. On avait fait un petit trou au couvercle pour y fixer l'appareil de distillation de Porta. Maintenant, nous attendions impatiemment que ça bouille. « Qu'est-ce qu'on va pouvoir se noircir la gueule ?» jubila Hyde.
Heil Sieg! C'étaient les recrues qui saluaient ainsi le discours d'adieu du lieutenant des transports. Sans plus de formalité, le lieutenant Olsen prit en main les bleus. Le lieutenant étranger disparut dans sa Volkswagen amphibie. Les réservistes rompirent les rangs et vinrent par petits groupes sous les arbres. Ils jetèrent leurs équipements et s'allongèrent dans l'herbe mouillée. Ils se tenaient à distance de nous, les anciens. Nous les intimidions. L'Oberfeldwebel-Hund marchait vers nous, très sûr de lui. En passant, il bouscula la marmite du légionnaire, de sorte que quelques gouttes débordèrent. Il fit semblant de ne rien voir et continua. Ses cuirs neufs craquaient et nous envoyaient l'odeur du magasin. Le légionnaire serra les lèvres. Il suivit l'Oberfeldwebel d'un œil méchant, puis il donna à Petit Frère le signe convenu, le pouce vers le sol. Petit Frère renifla, remonta ses cuirs. Dans une main, il tenait le saucisson de mouton, dans l'autre, un quart en fer-blanc, rempli de breuvage. La toile de tente mouillée, ballottante autour de sa taille, il se mit à suivre tranquillement l'Oberfeldwebel-Hund. « Eh, bonhomme !» cria-t-il soudain. « T'as renversé le jus du monsieur ?» Hund s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Il se retourna vivement. « Nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui vous prend? Ne savez-vous pas comment il faut s'adresser à un supérieur ?» « Bien sûr, je le sais, » continua Petit Frère, impassible. « Mais c'est pas de ça qu'il est question, là. T'as renversé le jus de ce monsieur. Ça se fait pas. » L'Oberfeldwebel tira sur sa casquette et explosa. « Vous êtes devenu fou? Utilisez un peu votre cervelle et, pour me parler, observez la HDV. Sinon, je vous promets que je vous apprendrai, vous. » « Va te faire voir, » proposa Petit Frère. « En ce moment, nous parlons jus. Après, nous pourrons très bien nous occuper de ton problème. Hein ?» Hund respira profondément. Il n'avait jamais vu cela. Depuis 7 ans, il instruisait les recrues des garnisons et des camps. La dernière fois, c'était dans le terrible camp disciplinaire militaire de Heuberg. Si quelqu'un avait osé ce que Petit Frère osait là, il aurait reçu une balle dans la tête, sur le champ. Un instant, cette pensée agréable l'effleura. Sortir le pistolet et en vider le magasin dans la gueule de Petit Frère. Sortir le pistolet et en vider le chargeur dans la gueule de Petit Frère. Mais quelque chose faisait qu'il se méfiait de cette solution draconienne. Un calme étrange s'était installé. Tous regardaient les deux hommes, même les officiers, le lieutenant Olsen et le lieutenant Spath. Petit Frère restait là, le saucisson à la main. « T'as renversé le jus du monsieur, Oberfeld. On veut pas de ça. » Hund ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Le fait était qu'il ne savait tout simplement pas ce qu'il fallait dire. Ce qui se passait était absolument impensable. Même la cour martiale refuserait d'y croire. Néanmoins, il lui fallait bien admettre qu'il y avait réellement devant lui un grand con de Stabsgutfreiter qui brandissait un saucisson et qui le tutoyait, lui, un Oberfeldwebel. Petit Frère pointa son saucisson vers la poitrine de Hund. « Rien à faire, Oberfeld. Faudra que tu payes une amende à marche ou crève. Il y a des taxes sur la gnôle. On peut pas la renverser comme ça. Et chez nous, dans le 27e,
C'est le légionnaire qui détient le monopole pour fabriquer le schnapps. Et puis, ça fait des jours qu'on trimballe notre marmite. On l'a depuis qu'on l'a pris chez les Ivans. C'est une marmite comme ça, hein. Si on voulait décerner la croix de fer aux marmites, c'est si on aurait une. Pas une seule goutte n'a été renversée pendant le transport. Et puis, on arrive ici, on s'allonge tranquillement sous les pommiers, dans cette putain de pluie, pour donner une dernière ébullition à notre jus. Et qu'arrive-t-il? Eh ben, tu t'amènes et bouscules notre jus. Et maintenant, tu joues en plus à être offensé. Mais c'est que tu comprends pas la situation. C'est à nous d'être offensés. Une cligna les yeux et fit un pas vers Petit Frère, une main sur l'étui de son pistolet. « Alors, ça suffit. Ton nom, sale crapaud. Je saurais bien vous mater. Faites-moi confiance. J'ai la manière. » Il sortit un crayon et du papier. Petit Frère s'en foutait. Bah, t'es pas bien, Oberfeld. T'as plus de raisons de me craindre que l'inverse. T'es au front maintenant, dans une compagnie d'assaut, sans la poule. Et nous sommes quelques tireurs d'élite à pouvoir nous occuper de toi. Hein? Je parie 10 contre 1 que t'en reviendras jamais. T'es trop bête. Pour sortir vivant de cette guerre, faut une sacrée bonne tête, hein? Dieu sait ce qui aurait pu se produire si le lieutenant Olsen n'était intervenu. Il appela Hun et en même temps se tourna vers Petit Frère. « Votre gueule, Creutzfeldt, ou alors je vous mets au bloc, compris ?»« Bien, mon lieutenant, » répondit Petit Frère en marquant une espèce de garde à vous. Il rompit avec un claquement de talons et revint en traînant le pas vers les autres. « Ce mec-là, je lui foutrais une pêche dans la gueule, » se promet-il en s'asseyant. « Je vous ai bien dit qu'on s'amuserait avec lui, » dit Hyde en hochant la tête. « C'est une crapule, vous allez voir, il a pas fini de nous emmerder. » « Et si on lui attachait une grenade aux couilles ?» proposa Porta. « Laissez tomber !» menaça le vieux. « Un jour, vous vous ferez pincer si vous continuez à liquider vos supérieurs. »« Sacré nom de Dieu, ça commence à bouillir !» constata le petit légionnaire en vissant le couvercle. « Passe-moi le tuyau de caoutchouc, ça va couler !» Avec recueillement, nous contemplions l'appareil à distiller, dans lequel les vapeurs se transformaient en liquide. Il y avait toute une assemblée autour de nous. Petit Frère, les yeux fixes, aspergeait l'alambic de fortune avec de l'eau puisée dans un système d'irrigation. « Ça coule !» s'écria Porta. « Nom de Dieu, ça coule !» Il mit vite une bouteille de soûl. « Oh, mes petits enfants, ce que j'ai soif !» murmura Hyde. La bouteille de Porta se remplit lentement. Toute la nuit, nous avons continué la mise en bouteille. Toute fatigue s'évanouit d'un seul coup. Le lieutenant Olsen hocha la tête. « Vous êtes fous, vous en mourrez si vous en buvez. »« Ça sera en tout cas une belle mort, mon lieutenant !» fit remarquer Hyde en passant un doigt sous le goulot. « Mais vous n'allez pas le filtrer ?» demanda le lieutenant Spat en suivant des yeux les gouttes. « C'est pas la peine, » répondit le légionnaire. « Mais le méthanol, alors ?» demanda le lieutenant. « Oh ben ça, on s'en occupe pas, » répondit négligemment le légionnaire. « L'essentiel, c'est qu'on puisse se saouler la gueule. »« Et on y arrivera, » dit Hyde avec grande conviction. « Si les Ivans se doutaient qu'on a cette marmite, ils viendraient nous attaquer immédiatement. »« Notre marmite, c'est du décados !» chuchota Porta mystérieusement.
Le lieutenant Olsen rit et s'en alla vers une haie, suivi du lieutenant Spat. Le lendemain aussi, on nous laissa nous reposer sous les pommiers. Toute la journée, nous avons cuisiné. Pour être plus pratique, nous avions créé des groupes de travail. Nous commencions à nourrir le naïf espoir qu'on nous oublierait, là, sous les pommiers. Mais passé minuit, nous entendîmes une moto descendant avec fracas des montagnes. Elle s'arrêta juste à notre hauteur. Un sous-off, tout couvert de boue, sauta par terre. « Le chef de la 5e compagnie !» cria-t-il. Le lieutenant Olsen se leva pour recevoir le message. L'estafette disparut aussitôt, à toute pompe. « Et merde, ça va barder !» nous prédit le légionnaire. « Dépêchons-nous de terminer le jus. Il ne manque plus que 10 litres, au maximum. »« Il y a 31 bouteilles !» triompha Porta. « Quand est-ce qu'on va commencer à le boire ?» demanda Petit Frère. Le légionnaire le regarda avec méfiance. « Si t'essayes d'y mettre le nez seulement, je t'en ferai voir. Compris, petit ami ?» « Oh, espèce d'enfoiré !» dit Petit Frère en boudant. Le sifflet du lieutenant Olsen retentit dans le noir. « 5e compagnie prêt pour le départ, en colonne sur la route. Et un peu vite, messieurs !» L'Oberfeldwebelhund vint vers nous. « Alors, vous n'avez pas entendu, espèce de corneau ? Le chef de compagnie donne l'ordre du départ. »« Le seul corneau ici, c'est toi, » siffla le légionnaire. Hund se mit à gueuler. À ce moment, il se produisit une chose qui surprit tout le monde. Le vieux s'approcha de l'Oberfeldwebelhund, si près que leurs casques d'acier se touchèrent presque. « Oberfeldwebelhund » commença-t-il d'une voix calme, mais lourde de menaces. « Faut que je te dise une chose. Je suis le chef de cette section. Et si tu t'adresses une seule fois à un de mes types, je t'enverrai à ta place. Je suis qu'un feldwebel du front. Je connais pas la vie de garnison, mais je vois que toi, tu connais rien à la vie au front. J'aime pas employer la violence, mais si tu t'occupes pas exclusivement de tes oignons, je donnerai main libre à mes hommes de faire de toi ce qu'ils veulent. Veux ? » Porta rit. « Bien dit, mais à quoi ça sert de prêcher pour une vache ?» Hund allait monter sur ses grands chevaux, mais un coup d'œil du vieux l'arrêta. Juste avant de tourner sur ses talons, il ne put s'empêcher de jeter. « Enfin, vous croyez bien malin, hein ? Mais attendez seulement !» Sur ce, il s'approcha du lieutenant Spat, à qui il commença à se plaindre à haute voix. Le lieutenant Spat partit tranquillement et le laissa pérorer sur place. « Allons, commanda le lieutenant Olsen de la route. « Aux armes, en vent ! Porta, bon sang, grouille-toi, hein !» Porta et Petit Frère soulevèrent la marmite et se mirent en rang devant le lieutenant qui fit semblant de ne pas voir le récipient. Hyder et Barcelone traînaient leurs armes. Les recrues venaient en courant. Ils se bousculaient et se disputaient. L'un d'eux donna un petit coup à Porta, par mégarde. « Essaye ça encore une fois, espèce d'Indien à la mie de pain, et t'auras ma main sur la gueule que t'en oublieras père et mère et Hitler. » La recrue resta bouche bée, mais elle se tut prudemment. « Bande de morveux !» grogna Petit Frère. « 5e compagnie, garde à vous! Demi-tour à droite !» ordonna le lieutenant Olsen. Les chefs de section indiquèrent la direction. « Regardez devant vous! Porta, nom de Dieu! Où est votre casque? Je ne veux pas vous voir avec cette espèce de haut de forme !» cria le lieutenant Olsen. « Ça me rend fou !
Porta enleva son grand chapeau jaune. « N'avez-vous pas de casque ?» continua le lieutenant Olsen, irrité. « Eh bien non, mon lieutenant, Ivan, il me l'a chipé. » Le lieutenant Olsen hocha la tête et regarda le lieutenant Spat. Ils renoncèrent à Porta. « Allons, couvrez-vous, Porta, vous ne pouvez pas marcher tête nue. » Le haut de forme trôna de nouveau comme une cheminée au-dessus de la compagnie. « Demi-tour, gauche, en avant, marche, pas de route !» La pluie nous battait le visage et nous coulait à flots dans le dos. Un lièvre traversa la route. « Oh, celui-là, il nous aurait été bien utile, » soupira Porta. « On l'aurait fait cuire dans notre gnôle, » dit petit frère. « C'est ce qu'ils font dans les grands bistrots, » expliqua Hyde. « Et c'est bon ?» demanda Porta. « Sans doute, puisque les riches payent un fric fou pour en manger, » pensa Hyde. « Oh, si seulement j'avais une gonzesse !» rêva petit frère, en tournant les yeux vers le ciel. « Je me souviens à peine quelle gueule ça a. Vous vous souvenez du russe qu'il faisait avec une oie ? » « Est-ce que tu pourrais, par un temps pareil ?» demanda Hyde, en donnant un coup de coude à petit frère. « Moi ? Toujours prêt, même à 50 degrés en dessous de zéro. Vous vous rappelez la vieille que je me suis envoyée dans la neige lorsque nous avons rencontré le commissaire à la frontière turque ? Mais personne ne peut à 50 degrés au-dessous de zéro, protesta Steiner, le chauffeur de camion qui était chez nous parce qu'il avait vendu un camion de l'armée à un Italien à Milan. C'est tout à fait impossible. C'est la chaleur intérieure qui compte, dit petit frère finement. Je te crois pas, continua Steiner, têtu. Elle peut même pas lever la tête. Le froid la rend petite. Il indiqua la taille avec son petit doigt. « Oh ta gueule, voleur que t'es !» hurla petit frère. « Ou je te dérouille !»« Tu devrais bien être le dernier à te scandaliser, là. Existe-t-il un seul article du code pénal qui ne t'ait pas été appliqué, hein ? » « Oh merde, le code pénal, c'est quand même fait pour que quelqu'un en profite, hein. D'ailleurs, je te signale que j'ai surtout été condamné d'après l'article qui traite de la chose. Et je puis aussi t'affirmer que j'ai toujours été honnête en les choisissant. C'est pas comme ce mec qu'on a descendu il y a 15 jours et qui les prenait au-dessous de 16 ans. Les miennes ont toujours eu plus de 20 ans, sans exception. Tu leur demandais peut-être leur extrait de naissance avant de les baiser, rit Porta. Combien en as-tu sur ta liste ? Questionna Hyde avec intérêt. Oh, ça, j'ai jamais fait le compte, hein. Mais ça fait beaucoup, hein, décida petit frère, et il devint tout pensif. Ne parlez pas si haut. Nous ne sommes pas loin des Ivans, intervint le lieutenant Olsen. Nous quittâmes la route pour monter dans les montagnes. Le velours de l'herbe étouffait le bruit de nos pas. Quelque part dans les ténèbres, une vache soupirait de bien-être. Les commandements furent donnés à voix basse. En colonne par un. L'Oberfeldwebel-Hund s'alluma une cigarette. Le lieutenant Spatz survint aussitôt et siffla entre ses dents sous une pression de 200 atmosphères. « Êtes-vous complètement cinglé ? Quel idiot ! Jetez-moi ça avant que les tireurs nous repèrent. Vous mériteriez que je vous descende sur place. Foutez-moi le camp en arrière de la compagnie, qu'on ne vous voit plus. » Hund disparut, la queue entre les jambes. Soudain, une ferme se dressa devant nous. Nous aperçûmes une brève lueur. Le lieutenant Olsen leva la main pour commander halte. Nous respirions à peine. Qu'y avait-il dans cette ferme ? Les Ivans étaient-ils là, les mitrailleuses prêtes à arroser toute la compagnie ? « Hyde, Sven, Barcelone, Porta !» chuchota le lieutenant Olsen. « Allez fouiller ce nid-là, mais
Prudence, évitez de tirer. Utilisez les candras. Les ivans doivent être juste à côté. » Nous sortîmes nos candras et nous commençâmes à nous glisser vers les bâtiments. Nous tremblions de nervosité. Combien étaient-ils? Nous y étions presque lorsque nous nous aperçûmes que Petit Frère nous avait suivis. Il avait un couteau entre ses dents et une fronde d'acier dans sa main. Il riait, plein d'espérance, et chuchota. « La moitié des dents en or est pour moi, hein. » Porta arriva le premier. Comme un chat, il se glissa par une fenêtre. Pas un bruit. Nous suivîmes. Une porte grinçait quelque part dans la maison. « Il y a quelqu'un, » murmura Hyde. « Je vais balancer une grenade. »« Idiot !» grogna Barcelone. Petit Frère fit claquer sa fronde. Porta cracha par-dessus son épaule gauche. Ça devait porter chance. Petit Frère plongea dans le noir. Un faible son nous atteignit, un misérable gémissement, puis, de nouveau, le calme. Je serrai plus fort mon candra. Je tremblais de tout mon corps, ne pouvant me retenir. Petit Frère reparut. Un chat pendillait de sa fronde. « Voilà l'ennemi !» rit-il, en présentant le chat étranglé. Nous respirâmes, soulagés. « Oh !» soupira Barcelona. « Et moi qui attendais toute une compagnie de rouges !»« Bande de froussards !» fit Petit Frère, méprisant, en se débarrassant d'un geste du chat mort. Nous commençâmes à fouiller dans toutes les armoires pour voir si elles contenaient des choses intéressantes. Petit Frère trouva un pot de confiture. Il s'assit au milieu de la pièce, par terre, les jambes croisées, et se mit à bâfrer. Porta se mit à boire à une bouteille. Il fit une grimace, regarda l'étiquette, mais fut convaincu que c'était bien marqué « cognac ». Il rebut une gorgée, puis tendit la bouteille à Hyde. « Un cognac bizarre, hein ?» Hyde renifla, en but un peu, lança la bouteille en l'air et cracha. « Mais quelle saloperie! C'est du tétrachlorure! Heureux d'avoir fait ta connaissance !» Petit Frère ricana. « Faut s'en tenir à la confiture en terre inconnue. Ça, on sait ce que c'est. » Une porte grinça. Nous, de sauter en l'air. En un bond, Petit Frère et Barcelone se trouvaient derrière un buffet. La confiture coulait par terre. Porta se précipita vers la porte, l'ouvrit d'un coup de pied et cria « Holà, main en l'air !» Moi, j'avais déjà enlevé le cran de sûreté d'une grenade, prêt à la lancer. C'était le calme partout. Il y avait quelqu'un. On le sentait. Nous étions comme des fauves. Nous étions capables de tuer, et par peur, et par plaisir. Plusieurs années de guerre changent complètement un homme. Ceux qui étaient ici étaient des adversaires. Si nous ne les tuions pas, ils nous tueraient. C'était à qui se montrerait le plus rapide. Nous écoutâmes. « Appelons la compagnie !» murmura Barcelone. « Foutons le feu à ce bordel !» proposa Petit Frère. « Puis on pourra les expédier au fur et à mesure qu'ils sortiront des flammes. Le feu, c'est épatant quand tu cherches quelqu'un. »« La ferme !» gueula Porta. « Si on fait ça, on aura tout de suite une réponse de l'artillerie russe. »« Les grenades, on sait ce que c'est, » protesta Petit Frère. « Mieux que toute la merde d'ici. » Une porte grinça de nouveau. Sans réfléchir aux conséquences possibles, Porta alluma sa lampe torche et se rua vers une porte à l'autre bout de la pièce, l'ouvrit d'un seul coup et balaya le local du faisceau de sa lampe. Une jeune fille s'y collait, apeurée, contre le mur. Elle avait une énorme matraque à la main. Ébahis, nous la regardions. Petit Frère fut le premier à retrouver la parole. « Une bouillotte ? Est-ce que tu parles allemand, petite ?» Il la prit brutalement sous le menton, la chatouilla derrière l'oreille, avec la poignée de sa fronde d'acier.
J'ai étranglé ton petit chat, mais je t'en offrirai un autre. Tu voudrais bien jouer au chaton avec moi, dis. Moi pas partisan. Déclara la fille, en mauvais allemand. Nixt. Moi pas communiste. Nixt. Moi aime beaucoup soldat germanski. Panjemajo. Oh, ça nous, Panjemajo. Rigola Porta. Mais pourquoi toi mettre du tétrachlorure dans bouteille à cognac? Hein? Niet comprendre, pan soldat? Personne ne comprend jamais ce qu'on dit quand il a fait des conneries, fit Hyde avec sarcasme. Petit frère désigna d'une main la matraque de la fille. C'est une canne un peu lourde que t'as là. Si je te proposais de la porter, hein? Sans un mot, il prit l'instrument des mains de la fille terrorisée. Elle le suivait nerveusement des yeux. Moi nix battre soldat germanski avec bâton, bégaya-t-elle. Moi battre seulement rousski, vilain. Germanski, bon. Oui, nous sommes de petits anges, rit Hyde, avec des élancirs qui ne supportent pas d'approcher le feu. Es-tu seul? Demanda Barcelone en russe. La fille le fixa. Toi, officier? Oui, mentit Barcelone. Moi, général. Les autres, dans cave, sous trappe secrète, expliqua la fille. Porta siffla. Ça commence à devenir intéressant, là. Petit frère ramassa son pot de confiture. Il s'assit sur une table, laissa pendre ses jambes, tout en bouffant. « Oh, excellente confiture !» jeta-t-il à la fille. « Vous en avez encore ?» « Ta gueule !» gronda Porta. « Il y a des choses plus importantes que la confiture. Nous sommes peut-être assis sur une grappe de russe, hein ?»« Amène-les !» rit petit frère. « Je les étranglerai dès qu'ils arriveront. »« Où est la trappe ?» demanda Porta. La fille désigna un coin. Nous vîmes une trappe bien camouflée. Jamais nous ne l'aurions aperçue de nous-mêmes. « Soldat Rouski ?» demanda Barcelone. « Niet !» La fille secoua vivement la tête. « Famille, amis, nix communiste, fasciste, bon fasciste. »« Des fascistes bons ?» rit Hyde. « Il faut que je voie ça, nom de Dieu. »« Ça n'existe pas, » fit petit frère, tout en mangeant bruyamment. « Fasciste con, communiste con, seulement nous bons. » Il lâcha le pot de confiture vide. On entendit un bruit de la pièce voisine. Nous nous retournâmes vivement, armant nos fusils. La fille geignit, effarée, et elle courut vers une porte. Blum de Barcelone la retint par le bras. « Ne nous quitte pas comme ça, on t'aime bien ici. » Le lieutenant Olsen apparut, suivi par toute la section. « Qu'est-ce que vous foutez ?» grogna-t-il. Il enregistra d'un seul coup d'œil le pot de confiture renversé, la fille à côté de la porte et la bouteille de cognac à moitié vide. « Êtes-vous devenu complètement cinglé? Pendant que toute la compagnie vous attend, vous vous mettez tranquillement à bouffer de la confiture et à boire du cognac? »« Criez pas comme ça, mon lieutenant !» chuchota Porta, et il lui désigna la trappe dans le plancher. « Il y a probablement tout un bataillon d'Ivans juste en dessous, là, en train de chier dans leur froc. En ce qui concerne le cognac, vous n'avez pas de raison de nous l'envier. C'est infect, c'est du tétrachlorure. » Le lieutenant Olsen en resta interdit. Le légionnaire s'amena, suivi du vieux, tous les deux préparant un cocktail Molotov. « Les Ivans sont dans la cave ?» demanda le légionnaire. « Alors, ouvre la trappe, s'il te plaît, petit frère. »« Tu crois que je suis dingue ?» demanda petit frère en reculant. « Si tu veux qu'on ouvre la trappe pour pouvoir y balancer tes feux d'artifice, faudra le faire toi-même. Moi, je suis bien décidé à revenir vivant de cette guerre. »« Idiot !
jeta le légionnaire, et il se dirigea d'un pas assuré vers la trappe. « Poussez-vous, ça va barder. » La fille poussa un cri. « Nixt, Malinkich, enfant dans la cave. » Le légionnaire la secoua de sorte qu'elle se retrouva par terre. « Allons, gronda Porta. Tu vas tout de même pas battre une môme. J'ai toujours cru que les Français étaient galants. » Vous avez fini de déconner ? Le lieutenant Olsen était furieux. On n'est pas là pour s'amuser. Avant d'avoir eu le temps de dire ouf, on aura les Ivans autour du cou. Petit frère se caressait la jambe avec sa fronde à étrangler. Je rapporte que j'ai étranglé un chat Ivan, mon lieutenant. Les trouillards de la cave n'ont qu'à venir ici. Encerclez la trappe, ordonna le lieutenant Olsen. La mitrailleuse légère et les PM en position. Kalb, prêt à la charge. Le premier qui sera armé sera descendu. S'ils essayent quoi que ce soit, ils auront droit au cocktail. D'un geste rapide, il ouvrit la trappe et cria. « Sortez un par un. Je vous donne 5 minutes. Puis on mettra le paquet. Vite, messieurs, vite. Et sans armes, Tavarich !» La première à sortir fut une petite vieille, les mains au-dessus de la tête. Puis suivirent 5 autres femmes. L'une d'elles avait un nourrisson dans les bras. « Oh merde! Si c'est pas des Flinter Weber !» murmura Porta. Après vinrent quelques hommes, plus très jeunes. Haida et Barcelone les fouillèrent avec dextérité. « Et moi, est-ce que je peux fouiller les bonnes femmes ?» demanda petit frère. « Vous débarrassez le plancher, Creutzfeldt. Si seulement vous touchez à une femme, je vous descends, » menaça le lieutenant Olsen. « Oh, c'était qu'une idée comme ça, hein ?» bouda petit frère. « Est-ce qu'il y en a encore en bas ?» demanda le lieutenant Olsen à l'un des hommes. Celui-ci secoua la tête, mais il s'était trop pressé de répondre. « En es-tu sûr, guerrier ?» demanda Porta en plissant les yeux. « Eh, petit frère, mets-lui la fronde autour du cou. »« Avec plaisir !» ricana petit frère, et il lança la fronde d'acier autour du cou du type complètement blême. Puis il lâcha un peu sa prise. Porta sourit diaboliquement. « Ça, c'est un foutu jeu, mais surtout pour toi. S'il y a d'autres Tavarich dans la cave, petit frère va resserrer la fronde. Dépêche-toi de nous le dire, s'il y en a d'autres, avant qu'on aille voir nous-mêmes. Hein ?» L'homme émit une espèce de gargouillement et secoua la tête. « Voyons, vous allez l'étrangler !» intervint le lieutenant Olsen. « Combien de fois n'ai-je pas dit que je ne voulais pas de vos méthodes de gangster ? Alors, il n'y a plus personne dans la cave ?» demanda-t-il, s'adressant aux civils qui se tenaient contre le mur. « Kalb, lancez le paquet !» Le petit légionnaire eut un hochement d'épaule, dévissa la capsule de la grenade du milieu, mit son doigt dans l'anneau. L'une des femmes hurla. « Niet, niet !» Le légionnaire lui lança un coup d'œil. « Voilà, madame. Il y en a donc encore ?» Le lieutenant Olsen s'approcha de la trappe. « J'en étais sûr. Montez !» Un bruit. 2 jeunes gens montèrent lentement de la cave. Le légionnaire les bouscula. « Vous en avez de la chance, mes petits amis. 30 secondes de plus, et vous auriez été grillés. » Haida et Barcelone les fouillèrent avec dextérité. « J'espère que c'est tout, maintenant ?» demanda le lieutenant Olsen. Le légionnaire et moi fûmes en bas, en un bond. Nous restâmes un moment derrière quelques barriques pour guetter, puis nous fouillâmes la cave qui s'étendait sous toute la maison. Il y eut un bruit sourd derrière nous. Nous pivotâmes, prêts à faire feu. « Crétin !» gronda le légionnaire en apercevant petit frère. « Y a-t-il encore des gonzesses ?» questionna petit frère en se marrant. « Je suis prêt à vous donner un coup de main pour les fouiller. »« Non, camarade, te fais pas d'illusions, y en a plus. »
Nous remontâmes vers les autres. Porta avait trouvé encore des bouteilles qu'il était en train de goûter avec prudence. « Vodka ?» demanda-t-il au civil. « Nix vodka ?» Personne ne répondit. « Alors, vous êtes prêts ?» cria le lieutenant Olsen. « On repart !» Heide fumait dans un coin, tout en observant avec méfiance les deux types qui étaient sortis les derniers de la cave. « Que se passe-t-il » demanda Barcelone. « En voilà une façon de les regarder. Qu'en penses-tu, Porta ?»« La même chose que toi, Julius. Ce sont pas des enfants de cœur, ces deux-là. Ce sont des collègues. Je suis prêt à parier une bouteille de vodka. » Le lieutenant devenait attentif. « Ce ne sont sans doute que des déserteurs. Ça ne nous concerne pas. »« Avec des gueules comme ça ?» rigola Barcelone. « Non, mon lieutenant, ce genre-là, je le connais. C'était des types comme ça qui nous foutaient des coups de pied au cul dans le bataillon Talman. T'as raison, cette race-là, on ne la trouve qu'à 2 endroits, dans les NKVD et chez les SS. Ça ne déserte pas. » « Dieu sait ce qu'ils fabriquent ici. » réfléchit Porta, les yeux mi-clos. Petit frère fit claquer sa fronde. « Voulez-vous que je les étrangle ?»« Bas les pattes !» commanda Porta. Le lieutenant Olsen, qui avait quitté la pièce avec la patrouille, revint, suivi du vieux. « Alors, sortez !» commanda-t-il. « Il n'y a plus rien à faire ici pour nous. Les 2 déserteurs ne m'intéressent pas. »« Déserteurs ?» pensa Barcelone à haute voix. « Comprenez-vous l'allemand ?» demanda-t-il aux 2 jeunes gens. Ils secouèrent la tête en se forçant à sourire. « Porta, à toi !» dit Barcelone. « Il faut que tu leur causes dans la langue de Staline. »« Feldwebel-Blom, qui commande ici? Est-ce vous ou moi ?» questionna le lieutenant Olsen d'un ton sec. Barcelone regarda le lieutenant Olsen sans répondre. « S'il faut interroger les prisonniers, je donnerai des ordres pour ça, » continua le lieutenant. « Bien, mon lieutenant, » répondit Barcelone entre ses dents. Porta haussa les épaules, prit sa mitraillette et quitta la pièce derrière nous. À la porte, il se retourna, regarda encore une fois les 2 hommes. « Vous avez du pot, les gars. Mes amitiés à vos collègues, quand vous les reverrez. Si notre lieutenant n'avait pas été là, petit frère vous aurait soigné. » Puis, avec un gros rire, « Je vais vous dire une chose. Notre lieutenant n'a pas compris ce que c'est que cette guerre. Mais nous, et vous 2, nous le savons. Hein? Panzernajo? Tovarich? »« En colonne par un, derrière moi !» commanda le lieutenant Olsen. « Où sont passés petits frères et légionnaires ?» demanda le vieux en cherchant dans la colonne. Personne ne savait. La dernière fois que nous les avions vus, c'était dans la pièce. Le vieux fit son rapport au lieutenant Olsen. Celui-ci jura, furieux. « Quelle bande de cons! Allez les trouver, Baya! Emmenez quelques hommes. Ils doivent être dans la cave, en train de se biturer, mais dépêchez-vous de rattraper la compagnie. Nous avons déjà perdu assez de temps. » Le vieux emmena le premier groupe. « Si jamais ces 2 bandits ont trouvé du schnapps, dit Porta, et qui nous l'ait caché, ils entendront parler de moi, Joseph Porta, Stabsgefreiter, par la grâce de Dieu. » Juste avant d'atteindre la ferme, nous entendîmes un sifflement d'avertissement. Nous nous glissâmes derrière les buissons sans un bruit. Le légionnaire survint. « Qu'est-ce que vous foutez ?» questionna le vieux. « Où est petit frère ?»« À la chasse, mon sergent. » ricana le légionnaire. « Nos 2 Tovarich ont l'intention de nous faire des blagues. Petit frère est en train de les contrer. » Soudain, un cri de femme fendit les ténèbres. « À la chasse ?» constata le vieux, sèchement. « Ce salaud, s'il a touché les femmes, je le descendrai. » Il se redressa et bondit vers la ferme, la mitraillette à l'épaule. « Fais gaffe, » lui conseilla le petit légionnaire. « C'est un guêpier. » Quelque chose tourbillonna dans l'air. Barcelone attrapa l'objet au vol et le retourna d'où il provenait. Le roulement d'une explosion, puis un éclair qui déchira le noir. « Des débutants, » constata Barcelone, « savent pas lancer des grenades. »« Oh bordel !» dit la voix de petit frère dans le noir,
et une violente bagarre s'ensuivit. Des jurons en allemand et en russe mélangés, des bruits de branches qui cassent, de l'acier contre de l'acier. Quelqu'un râla horriblement. « Numéro 1 !» dit la voix contente de Petit Frère dans le noir. Un bruit de pas précipité, puis un coup de feu retentit. « Nom de Dieu, que se passe-t-il » demanda Hyde. « Allez fouiller !» ordonna le vieux. « Tirailleurs, en position !» Entre les buissons, nous butâmes sur un cadavre. Porta se pencha dessus. « Étranglé !» dit-il brièvement. C'était un des deux jeunes Russes. À côté de lui se trouvait une triple charge, une de celles qui, au milieu, comporte une boîte en métal remplie de clous. Une telle charge était capable de ratatiner une compagnie entière. « Apparemment, un petit souvenir pour nous », dit Barcelone. Le vieux fut incapable de cacher son étonnement. « Comment l'avez-vous su ?»« La jeune fille nous l'a dit, sergent. C'est tout. »« Pourquoi a-t-elle donné ses compatriotes ?» demanda Barcelone. « Et sans doute parce qu'elle les aimait pas, » répliqua sèchement le légionnaire. « Ils ont peut-être employé un pistolet pour la dépuceler, » rigola Porta. « C'est possible, camarade. Peut y avoir beaucoup de raisons quand quelqu'un se fait mouchard. »« Si leurs collègues apprennent cette histoire, ils vont la faire pendre, » fit Barcelone. Respirant lourdement, Petit Frère apparut. « Il m'a échappé, ce con. Ces putains de sapins peuvent cacher un régiment entier. Mais j'ai eu son nagant, et je crois bien que je lui ai mis une balle dans le cul. » Le vieux prit le lourd pistolet nagant dans la main, le soupesant pensivement. « Pistolet de commissaire. On a bel et bien failli monter au ciel. Dieu soit loué pour la petite moucharde. » Un gros rire sarcastique de Barcelone. « Le bon Dieu l'oubliera sûrement quand les Ivans mettront la main dessus. Hein. Ça, c'est pas notre affaire, » dit le vieux, avec un geste d'insouciance. Steger hocha la tête. « Schiller a vraiment raison. »« Schiller ?» demanda Porta. « Qu'est-ce qu'il fout là, Schiller ? Il est mort, non ?»« L'ennemi apprécie la trahison, mais méprise le traître, » cita Steger. « Votre savoir, je me le mets où je pense, » grommela Petit Frère. « L'essentiel, c'est qu'on ait sauvé notre peau, qu'il la pende, cette gonzesse, qu'il pende tout le bordel, si ça les chante, pourvu qu'il me pende pas moi. » Il fit claquer sa fronde. « Oh, si vous aviez vu comment la langue lui est sortie de la gueule quand j'ai serré la fronde. Il a pas dit un seul mot. Il a failli me couper le souffle, mais j'étais le plus fort. Le fil, ils y peuvent rien. »« T'en as déjà étranglé pas mal, hein ?» constata le vieux, fixant Petit Frère. « Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Violer les mémères ou étrangler les gens ?» interrogea Hyde. « Chaque chose a son charme, » rigola Petit Frère. « On se demande comment t'en es venu là, » dit le vieux. « Bah, je sais pas, » répondit Petit Frère. « Cette putain de boîte de jésuites, vous savez, ils disaient que la baise, c'était un péché et que c'était interdit. S'ils l'avaient pas interdit, je suppose qu'on n'aurait pas tellement cherché à le faire. Quand on a essayé 2 ou 3 fois de tirer un coup sans permission, ça devient une habitude. À la garnison, ils nous ont appris à tuer. Après, on fait la guerre et on s'aperçoit combien c'est facile. Et puis, on est récompensé pour tout ce qu'on arrive à allonger. Regardez ma poitrine. Y en a-t-il parmi vous qui possèdent plus de quincaillerie à la con ? » Il fallait nous rendre à l'évidence. Il était le plus décoré de nous tous. « Alors, on invente ses propres méthodes à refroidir, » continua Petit Frère. « Certains tiennent davantage au couteau, d'autres au fusil à lunettes, comme Porta. Ilius, par exemple, c'est le lance-flamme. Sven, lui, il se débrouille mieux avec les grenades. Et toi, vieux, t'es un expert en PM. J'ai connu un SS qui adorait crever les yeux aux gens. Moi, personnellement, je préfère la fronde. Et n'oubliez pas que cette idée,
Je la tiens d'un sergent Tommy que nous avons connu en Belgique. Il m'a appris le truc. Vous vous souvenez? Ça avait coûté la vie au Feldwebel Auer. Vous devriez essayer une fois. C'est tellement marrant quand il change de couleur. Et puis les yeux... Quelle sale guerre, soupira Steg. Le vieux hocha la tête, avec résignation. Nous rentrâmes dans le bâtiment d'habitation. Les civils se disputaient autour de la table. Ils ne s'arrêtèrent même pas à notre entrée. « Putain! Salope !» hurla un vieillard accusateur, crachant à la figure de la jeune fille. « Tribunal d'exception privée !» murmura Barcelone. « Comme je connais ça !» Le nourrisson pleurait. La jeune fille se précipita vers le vieux. « Pan Feldwebel ?» Elle indiqua le vieillard. « Lui donné soldat Germanski ou NKVD, lui désigné Ewis. »« Gas !» gueula le petit vieux. « Je le tuerai, ton bâtard !» L'enfant se mit à crier encore plus haut, comme s'il avait compris. Il était abandonné sur une chaise, près du mur. Tout le monde se tenait à distance, comme s'il avait la lèpre. « Mon fiancé, le Scharführer SS, revenir, lui promettre !» pleura la jeune fille, hystérique. « Les NKVD viennent !» s'écria le vieillard furieux. « Et t'auras la corde au cou ! T'as assassiné le lieutenant Vlego par tes dénonciations, et la mort du capitaine Bessiot, c'est ta faute aussi !»« Qui êtes-vous » questionna le vieux. « Ta gueule !» hurla le vieux russe. « Salaud Germanski !»« Folie nationale !» constata Barcelone. « Je connais ça. Paroles imprudentes. Si, à notre place, c'étaient les hommes à la tête de mort brodée qui soient venus, ça lui coûterait simplement sa tête, hein ?» « Je l'étrangle » proposa petit frère, faisant claquer la fronde. « Toi, reste calme » répliqua le vieux. « Bon, finissons-en avec toute la bande » proposa Hyde. « Et puis repartons !»« À mon avis, nous devrions zigouiller les Jules et emmener les gonzesses » dit petit frère. « Ici, c'est moi qui donne les ordres » grogna le vieux. « Ce sont tous des partisans !» cria la fille. « Liquidez-les, Pan Feldwebel. Eux tuer capitaine Germanski. Il est enterré dans fumier. Moi te montrer où !» Un calme sinistre se fit dans la pièce. Hyde haussa un sourcil et sourit gaiement. « Un nid d'assassin, hein ? Vieux, tu n'as pas le choix. Déterrons le bonhomme. Petit frère, prépare ta fronde. »« Unterofficier Hyde !» cria le vieux avec des yeux flamboyants. « C'est moi qui donne les ordres !» Il s'approcha tout près de Hyde, posa son doigt sur sa KVKI en argent brillant. « Ta mémoire te fait apparemment défaut, te souviens-tu ? Comment t'as obtenu ce bout de ferraille ? Dénonciation, Unterofficier, 5 têtes pour un morceau de ferraille taillé. Nous n'avons pas oublié le fermier russe. »« Mais t'es pas bien ?» grommela Hyde. « Mais fais ce que tu veux de ces cons, hein. Moi je m'en lave les mains. » Le légionnaire rit doucement. « Quel bruit pour une omelette. On n'a qu'à laisser petit frère pendant 5 minutes seul ici, hein. Donne-lui l'ordre de nettoyer, le problème sera résolu. »« Emmenez-moi » implora la jeune fille. « Ils vont nous tuer, mon enfant et moi. » Le vieux, fatigué, eut un haussement d'épaules. Nous ne pouvons pas t'emmener, mais fais tes paquets et disparais pendant que nous sommes là. »« Toi, fusillez-eux, Pan Feldwebel. Ordre de Führer, mon fiancé dit. Eux, assassinés officier Germanski. Toi, non liquidé, moi raconter mon fiancé. SD venir, toi être pendu. Moi donner ordre, moi femme SS. » De sa culotte, elle sortit un Ausweis rose qu'elle mit sous le nez du vieux. Nous savions ce que c'était. Une petite carte d'identité carrée. « Toi, tout de suite fusillé,
Panferdwebel, ou toi être pendu, menaça-t-elle. Vraiment bien douée, la poule, hein? Ricana Porta. Qu'en penses-tu, petit frère? T'aimes ce genre-là? Petit frère fit claquer sa fronde. Ouais, avec celle-ci bien serrée autour du cou. T'as envie de l'étrangler, hein? Questionna le légionnaire, faisant des gestes significatifs. Oh, si j'en ai envie, soupira petit frère. Les Russes respiraient. Aucun doute qu'ils pigeaient ce qu'on disait. La vieille femme ne s'était pas arrêtée de tousser, tout en se grattant le ventre à l'aide d'une brosse à longs manches. Elle cracha par terre et fit un pas vers le vieux. « Tavarich, commandant, cette putain est une moucharde. Elle avait un ami avant votre arrivée, un lieutenant dans les NKVD. Elle a dénoncé sa propre mère pour avoir saigné un cochon illégalement. Mère partie Sibérie. Ensuite, elle a été amie avec un SS. En même temps, elle était amie avec des Vlasov cosaques. » Elle cracha de nouveau par terre. « Tu sais, Tavarich, des flics SD, cette salope a dénoncé tout le monde à ce type. Elle a un pistolet caché derrière le lambris de la cuisine. Prends-la, qu'on puisse dormir en paix. Dieu te remerciera et tout le monde au village allumera une bougie pour ton salut. Emporte son bâtard et rends-le à Himmler. »« Où est-il, ton pistolet ?» demanda le vieux à la fille. « J'ai le droit d'en avoir ?» s'écria la fille, hors d'elle. « Je suis sous la protection de la SS !» Avant qu'on ait pu dire ouf, petit frère lui mit la fronde autour du cou. Sa figure devint écarlate. « Bravo, soldat! Étrangle-la !» crièrent les Russes en chœur. Le nourrisson pleura à vous fendre l'âme, comme s'il comprenait la menace qui pesait sur sa maman. Petit frère rit, satanique. « Notre Fettwebel a demandé où t'avais ton flingue. Allez, chante, petit oiseau !» Le vieux se jeta sur petit frère, le frappa furieusement sur les mains avec le canon de sa mitraillette. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.